Nalon Snaf? Je suis Batman. Ok, super. Bon, des indices. Cherchons des indices. Mes poches. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Didier Bourdon? Après le Prestige, Nolan commença à travailler sur un film désormais très attendu, à savoir la suite de Batman Begins. C'est en juillet 2006 que The Dark Knight fut officiellement annoncé par les studios Warner Bros. Et comme la scène de fin de Batman Begins l'avait présagé, le principal antagoniste de Batman dans cette suite serait le Joker. Le challenge qui se présentait avec ce film fut donc de dépeindre un Joker qui serait cohérent avec l'univers sombre et réaliste mis en place dans Batman Begins. Le second personnage à faire son apparition dans The Dark Knight fut Harvey Dent, le procureur de Gotham au début allié de Batman, mais dont l'histoire tragique finira par le faire basculer de l'autre côté, devenant ainsi le terrifiant double face. Retrouvant David S. Goyer pour mettre en place l'histoire et son frère Jonathan pour écrire le scénario, c'est la série de comics Un long Halloween de Jeff Loeb qui servit d'inspiration principale. Au fur et à mesure des séances d'écriture, Christopher Nolan se rendit vite compte que l'histoire de The Dark Knight allait prendre une tournure très différente de celle de Batman Begins. En effet, là où Batman Begins, malgré son approche réaliste, se posait résolument comme un film d'aventure où le héros effectue un voyage initiatique, plus l'histoire de The Dark Knight se mettait en place et plus il devenait évident que le film serait une grande fresque sur le crime urbain. Et ce fut effectivement le cas, The Dark Knight étant beaucoup plus proche d'un thriller que d'un film de super-héros classique. S'il était sûr que l'acteur Christian Bale ferait son retour dans le rôle de Bruce Wayne et que la plupart des acteurs du précédent allaient rempiler même pour une seule scène comme ce fut le cas pour Cillian Murphy, l'actrice Katie Holmes fut elle remplacée par Maggie Gyllenhaal dans le rôle de Rachel Dawes. Ce qui est assez marrant sachant que son frère a failli incarner Batman. En fait non, c'est pas marrant. Ça aurait été carrément malsain. Le rôle de Harvey Dent fut confié à l'acteur Aaron Eckhart, grand fan de Batman qui sauta sur l'occasion après avoir été impressionné par le script. Maintenant, Nolan allait devoir faire face à un gros problème. Qui allait-il embaucher pour incarner le Joker? Pour beaucoup à l'époque, le Joker c'était Jack Nicholson, et personne ne pouvait lui arriver à la cheville. Dès lors, quand il fut officiellement annoncé que Heath Ledger allait être le nouveau Joker, les réactions fusèrent sur le net. Et voici en gros les dites réactions. J'espère que c'est une blague. Oh non! Heath Ledger a le charisme d'une feuille de laitue. C'est une très mauvaise vanne. Heath Ledger? Le Joker? Mauvais choix. Mauvaise blague. Je ne regarderai pas le film s'il est dedans. Mais putain, à quoi est-ce qu'il pense? Heath Ledger en Joker? Ça doit être l'un des pires choix de casting au monde. Oh mon Dieu! Non! Bref, avec un budget de 180 millions de dollars, le tournage débuta à Chicago en avril 2007 et allait durer 127 jours, soit 2 de moins que celui de Batman Begins, qui était pourtant un film moins dense et complexe que The Dark Knight. En réalisant cette suite, Nolan avait pour but de faire un film plus grand à tout point de vue. C'est pourquoi il choisit de filmer certaines séquences du film en utilisant des caméras IMAX. Qu'est-ce que l'IMAX, vous allez me dire? IMAX, c'est l'abréviation de Image Maximum. C'est un format de pellicule beaucoup plus grand que ceux des pellicules conventionnelles, et qui offre donc un rendu extrêmement riche en détails et donc très impressionnant visuellement. Ce qui nous permet d'aborder un point essentiel concernant Christopher Nolan, son amour pour la pellicule. Aujourd'hui, la plupart des réalisateurs tournent leurs films en numérique, et il faut les comprendre car c'est un gain de temps et donc d'argent considérable. Mais le rendu n'est pas le même que celui d'une pellicule, et certains, comme Christopher Nolan donc, considèrent ce rendu comme étant très inférieur. Nolan se pose donc totalement à contre-courant de la mode du numérique. Et c'est après avoir testé ses caméras sur le tournage du Prestige avec son directeur photo Walid Pfister que Nolan décida de tourner 40 minutes de The Dark Knight en utilisant ce format. D'ailleurs, pour ceux qui
dans le Blu-ray du film et qui se demandent pourquoi l'image arrête pas de changer de format, c'est tout simplement parce que le film alterne entre le format IMAX et le format normal. Dans The Dark Knight, Batman et le lieutenant Gordon se font un nouvel allié en la personne du procureur Harvey Dent, accessoirement le copain de Rachel Dawes et qui pourrait bien devenir le véritable héros de Gotham, permettant ainsi à Bruce de laisser tomber Batman. Leur alliance porte ses fruits jusqu'à l'arrivée d'un criminel fou dangereux se faisant appeler le Joker, qui va faire régner le chaos au sein de la ville et pousser Batman dans ses derniers retranchements, le sommant de dévoiler sa véritable identité et menaçant de tuer chaque jour des innocents s'il ne le fait pas. Les cadavres s'entassent, puis le Joker tente de tuer le maire lors de la fête nationale, mais Gordon s'interpose et reçoit la balle. Après ce drame ayant coûté la vie à Gordon et créé une panique sans précédent, Bruce doit se rendre à l'évidence. S'il veut éviter de nouveaux meurtres, il doit révéler qu'il est Batman. Sachant qu'en faisant cela il sera arrêté, il prévient Dent de ses intentions et lui passe le relais pour faire régner l'ordre au sein de la ville. Un Dent d'ailleurs assez furieux et à deux doigts de perdre son sang-froid face à un criminel, exposant ainsi une face plus sombre de sa personnalité. Le lendemain, en conférence de presse, alors que Bruce est prêt à se rendre à la police, Dent prend sa place en prétendant qu'il est Batman. Plus tard, le convoi de police transportant Dent est attaqué par le Joker et ses hommes. Batman intervient et y perd sa Batmobile. Pas de panique, le Batpod est là. Mais il ne peut se résoudre à tuer le Joker quand une occasion se présente. C'est ainsi que Gordon lui sauve la vie et arrête le Joker. Parce qu'en fait, il était pas mort. Ce qui explique d'ailleurs sa présence dans le troisième film. Bref, le Joker est arrêté, Batman n'est pas obligé de dévoiler son identité, Gordon devient commissaire, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est fini. Non, je déconne. C'est la merde. Alors que le Joker subit un interrogatoire, on apprend que Dent a disparu. Gordon confie alors à Batman le soin d'interroger le Joker à sa place. Ce qui donne accessoirement lieu à l'un des meilleurs face-à-face de l'histoire du cinéma. Le Joker avoue alors à Batman que Dent n'est pas le seul à avoir disparu, mais qu'il a aussi pris soin de faire enlever Rachel. C'est là que ça dégénère. Batman s'énerve parce que bon, même si elle est avec Dent, il espère quand même qu'un jour ça finira par aboutir à une relation sérieuse, basée sur un amour réciproque et un respect profond, et je m'éloigne complètement du sujet. Après quelques coups, le Joker donne enfin les adresses où sont retenus Harvey et Rachel. Naturellement, Batman fonce sauver Rachel pendant que Gordon part trouver Dent. On découvre alors que Rachel et Harvey se trouvent chacun attachés dans un entrepôt et entourés de bidons d'essence. Des bidons d'essence? Mais enfin pourquoi faire? Ah... Oui. Batman arrive juste à temps pour sauver Dent, car le Joker est vraiment une belle petite salope, mais Gordon ne parvient pas à sauver Rachel. En plus de ça, Dent n'en sort pas indemne, une moitié de son visage ayant été couverte d'essence, puis brûlée lors de l'explosion. Mais ce n'est pas tout, car le Joker a profité de leur absence pour s'échapper. Grosse journée de merde. Suite à ces événements, Dent devient fou de rage envers ceux responsables de la mort de Rachel, à savoir des flics corrompus de l'unité de Gordon, payés par le Joker pour les emmener elle et lui dans les fameux entrepôts. Le lendemain, alors qu'un employé de Wayne Enterprise ayant compris quelle était la véritable identité de Batman s'apprête à tout balancer à la télé, le Joker menace de faire exploser un hôpital si personne ne parvient à le tuer avant qu'il ne parle. Suite à ça, chaos, folie, coup de feu, accident. Puis le Joker rend une petite visite à Dent à l'hôpital et le pousse à se venger. Il quitte ensuite les lieux en ayant pris soin de tout faire exploser. De son côté, Dent s'exécute en allant voir chacun des responsables et en laissant le hasard décider de leur sort. Pendant ce temps, le Joker annonce à la télé que la ville lui appartient et qu'il est bien décidé à y faire régner le chaos. Après un dernier plan machiavélique, Batman parvient à arrêter le Joker qui lui révèle ce qu'il a fait à Dent. On retrouve ensuite ce dernier menaçant la femme et le fils de Gordon, bien décidé à lui faire comprendre ce que c'est que de perdre l'être le plus cher. Batman intervient et tente de raisonner Dent, lui révélant que tout ça n'est qu'un plan du Joker, visant à prouver aux citoyens de Gotham que personne n'est incorruptible, même pas un homme aussi admirable que lui. Mais Dent refuse de l'écouter et lui tire dessus. Alors qu'il s'apprête à faire de même avec l'enfant de Gordon, Batman intervient. Parce qu'en fait, il était pas mort. Ce qui est complètement logique. Le fils de Gordon est sauf, mais Dent est mort, ce qui signifie que le Joker a gagné la partie, et que les citoyens de Gotham vont perdre tout espoir en l'apprenant. Mais Batman refuse cette possibilité et décide de s'accuser des meurtres de Dent, demandant à Gordon de le traquer pour préserver l'image du procureur. Gordon accepte à contre-cœur, et Batman s'enfuit dans la nuit. Voilà, c'était The Dark Knight, et c'était un truc de dingue. Et Heath Ledger est le meilleur Joker de tous les temps. Le film traite du concept auquel Gordon faisait référence à la fin du précédent film, à savoir l'escalade. Quand Bruce débarque à Gotham et se crée le personnage de Batman pour combattre le crime, il ne réalise pas encore les conséquences d'un tel acte, à savoir que les criminels vont s'adapter à lui et devenir de plus en plus dangereux. Et c'est ce que le Joker représente, la némésis de Batman. Il le dit lui-même, sans Batman, il n'aurait aucun sens. On réalise alors que Batman crée autant de problèmes qu'il en résout, chose que Bruce n'avait pas prévue. Et les conséquences néfastes de Batman se trouvent également du côté de ceux qui ont mal interprété son message et qui décident de sortir les armes pour combattre eux-mêmes le crime. Oh les cons! En résulte ainsi une remise en question du personnage. Fait-il le bien ou le mal? C'est pourquoi il s'accroche au personnage d'Harvey Dent, capable de remettre les choses en ordre sans avoir besoin d'un masque ou de franchir les limites de la loi. Mais on comprend vite qu'à Gotham, c'est juste impossible et que tôt ou tard, on finit par franchir cette limite. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain.
Parmi les thèmes favoris de Nolan, on retrouve ici celui du héros incapable d'accepter la mort de sa femme et qui cherche à tout prix réparation. Dans le cas présent, le héros c'est justement Harvey Dent qu'on peut mettre dans la même catégorie que Robert Angier et Leonard Shelby. Et on ne peut d'ailleurs que saluer son incroyable performance, malheureusement dans l'ombre de celle du Joker, mais pourtant tout aussi géniale. Je sais pas si c'est nécessaire de souligner à quel point The Dark Knight est un film important, tellement il est ancré dans l'imaginaire collectif. Tout le monde a en tête l'image iconique de Heath Ledger en Joker, dont la performance inoubliable en a très vite fait l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, prouvant par là même à tous ceux qui doutaient de lui à quel point ils ont eu tort. Tout le monde connaît également l'image de Batman sur le Batpod, obligé de fuir la police à la fin du film. Parce que ce film est un pur chef-d'œuvre. Je pense que chaque génération possède son film d'exception, et le nôtre, c'est celui-là. Le scénario est d'une cohérence à toute épreuve, la mise en scène est incroyable de maîtrise, et là où Batman Begins nous rappelait parfois ses origines de BD de par quelques visuels un poil trop comic book, ici tout est tourné dans une vraie ville, dans de vraies rues, donnant au film un cachet réaliste et urbain assez unique en son genre pour un film de super-héros. On sent bien que sur The Dark Knight, Nolan a eu beaucoup plus de liberté que sur Batman Begins, et a ainsi pu mettre en scène sa vision telle qu'il le souhaitait, tout en restant très cohérent avec Batman Begins. En résulte un film extrêmement abouti à la fois d'un point de vue narratif et visuel. Et que dire de la musique signée Hans Zimmer et James Newton Howard si ce n'est qu'elle souligne parfaitement le chaos et la folie du Joker de par des sons dérangeants et totalement anarchiques. Le film a eu un succès incroyable, devenant instantanément culte et rapportant plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fit à l'époque le 4e plus gros succès de tous les temps. Il a décroché 8 nominations aux Oscars, en a gagné 2 dont un posthume pour Heath Ledger, malheureusement décédé 6 mois avant la sortie du film, et se trouve aujourd'hui à la 4e place du top 250 d'IMDb. Et c'est exactement à ce moment précis que Nolan devint l'un des réalisateurs les plus puissants d'Hollywood. Mais pour conserver ce statut, il allait falloir prouver qu'il était capable de continuer dans cette voie. Et c'est alors qu'il mit en chantier le film qu'il rêvait de faire depuis près de 10 ans. Depuis son enfance, Christopher Nolan éprouve une fascination pour les rêves. C'est donc tout naturellement qu'il commença à développer une histoire basée entièrement sur ce concept et la présenta au studio Warner Bros après avoir mis en scène Insomnia. Mais son manque d'expérience en matière de film à gros budget remit le projet à plus tard. Ce qui est assez ironique, sachant qu'au final il a bossé sur Batman Begins à la place. Les années passèrent et il laissa le projet mûrir dans sa tête, y revenant entre chaque film pour y ajouter une idée, un concept, bref, pour peaufiner le tout. Et après l'énorme succès de The Dark Knight, il sentit que le moment était venu. La Warner lui accorda donc une confiance totale et un budget de près de 160 millions de dollars. Il entra alors en contact avec Leonardo DiCaprio, désirant travailler avec lui depuis de nombreuses années, et lui proposa le rôle principal. Le reste du casting fut composé de Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy et bien évidemment Michael Caine. Le tournage débuta le 19 juin 2009 à Tokyo. Inception raconte l'histoire de Cobb, un cambrioleur qui... C'est pas Following ça? Ah non, autant pour moi. Cobb n'est pas un cambrioleur comme les autres, c'est un extracteur qui s'insinue dans votre esprit pendant que vous dormez pour y voler des informations. Technique utilisée dans le cadre de l'espionnage industriel. Il travaille avec Arthur, son associé, et Nash, un architecte. C'est l'architecte qui conçoit le rêve dans lequel l'extraction va avoir lieu. Un jour, Saito, un puissant homme d'affaires, demande à Cobb de réaliser une inception, c'est-à-dire de semer une idée dans l'esprit d'un homme. En échange de quoi, Saito promet à Cobb qu'il fera en sorte qu'il puisse rentrer chez lui en Amérique retrouver ses enfants, chose qui lui est pour le moment impossible pour des raisons obscures. La mission est que le rival de Saito, Robert Fisher, démantèle son entreprise. Cobb accepte, s'accrochant à l'idée de revoir ses enfants. Il monte ainsi une équipe et part pour Paris trouver un nouvel architecte, Ariane, à qui il explique tous les principes de base des rêves. Il va ensuite chercher Ims, le faussaire, et Youssouf le chimiste, qui composera les sédatifs leur permettant d'effectuer l'inception dans les meilleures conditions possibles. Ariane, de son côté, est très intriguée par Cobb, qui semble cacher beaucoup de choses au reste de l'équipe. Elle apprend alors que sa femme Mel est morte, et qu'il ne peut rentrer aux États-Unis car il le croit coupable. Une fois la préparation effectuée, ils mettent en place l'opération pendant un vol, opération qui va bien sûr s'avérer beaucoup plus complexe que prévu. Tiens, les noms des personnages? Dom, Robert, Ims, Arthur, Mel, Saito. Nolan a avoué lui-même avoir conçu Inception comme un film de braquage, et s'il est vrai que la structure en est proche, on est quand même face à un film autrement plus complexe de par le concept complètement dingue sur lequel il repose. Le premier acte du film est clairement dédié à l'exposition. On a environ 1 heure pendant laquelle tous les concepts clés sont expliqués. Le partage des rêves, le totem, la décharge, les projections, etc. Tout comme Memento, c'est vraiment déconseillé de décrocher plus de 2 minutes au risque de passer à côté d'une info importante. Mais franchement, c'est tellement bien raconté, tellement maîtrisé, qu'on a selon moi jamais l'impression d'être noyé sous un flot d'informations ininterrompu. Le tour de force de Nolan, c'est de raconter cette histoire très complexe de façon très simple. À sa sortie, le film a soulevé beaucoup de questions. La principale étant, est-ce que Cobb est bien dans la réalité à la fin du film, ou est-il toujours dans un rêve? Le film se termine sur un plan du totem de Cobb qui est censé lui indiquer s'il est dans la réalité ou pas. Si la toupie s'arrête, il est bien rentré, si elle continue de tourner, il est dans un rêve. Mais le fait est que le film se termine avant qu'on ait pu le déterminer. Le problème c'est qu'en fait le concept même du totem n'est pas totalement fiable, car comme le dit Arthur à Ariane, That way when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream.
En gros, le totem n'indique pas si on se trouve dans la réalité ou pas, il indique si on se trouve dans le rêve d'un autre. Donc si on reprend le plan de la fin, supposons que la toupie s'arrête de tourner, ça ne signifierait pas forcément que Cobb se trouve dans la réalité, ça pourrait aussi vouloir dire qu'il se trouve dans son propre rêve. Mais de toute façon, comme l'a dit Nolan lui-même, ce plan n'a pas été conçu pour que l'on se casse la tête à déterminer si la toupie allait s'arrêter ou pas. Le but de ce plan, c'était de mettre en avant le fait que Cobb a enfin la possibilité de laisser tout ça derrière lui et de retrouver ses enfants. À part ça, il y a énormément de théories intéressantes qui circulent un peu partout, la principale étant celle du totem de Cobb, qui serait en fait son alliance et non pas sa toupie, qui, comme il le dit lui-même, est en fait l'ancien totem de sa femme. Tiens d'ailleurs, l'histoire de Mel et Cobb trouve de nombreux parallèles avec celle de Léonard et sa femme dans Memento. Déjà, on parle une nouvelle fois de deuil, mais ce n'est pas tout, car comme on l'apprend vers la fin du film, c'est bien Cobb qui est responsable de la mort de Mel, ayant pratiqué sur elle une inception qui lui a fait perdre le repère entre rêve et réalité. Mais là où Léonard souhaitait à tout prix oublier cet événement, Cobb, lui, refuse d'oublier. Son parcours au sein du film va donc consister à faire son deuil et à passer à autre chose, ce qui est représenté par le fameux plan de la fin. Et cette quête de deuil, justement, elle occupe une place capitale au sein du film, peut-être même plus que celle de l'inception de Robert Fisher. Et pourtant, le film s'appelle bien Inception, ce qui est assez étrange. Pour moi, il y a deux inceptions dans le film. Celle de Robert Fisher, consistant à le faire démanteler son entreprise, et celle de Cobb, consistant à le faire oublier. C'est même assez évident car comme le dit Ariane, As we go deeper into Fisher, we're also going deeper into you. Ce qui veut dire que le subconscient de Cobb est tout aussi vulnérable que celui de Fisher pendant l'opération, et donc à même d'être inceptionné. Inceptionnisé ? Inception est un film ambitieux à tous les niveaux, et les scènes d'action ayant lieu dans les rêves proposent du jamais vu en très grande quantité, dont la plupart des effets ont été réalisés en live, car Nolan déteste se reposer sur les effets numériques. L'incroyable scène dans le couloir rotatif par exemple, a vraiment été tournée dans un couloir rotatif créé spécialement pour les besoins du film. Et c'est carrément énorme! La BO quant à elle est signée Hans Zimmer, devenu depuis le compositeur attitré de Nolan à la place de David Julian. D'une puissance incroyable, elle est tellement en osmose avec le film que c'en est impressionnant, et elle a d'ailleurs reçu une nomination aux Oscars. Et ainsi, malgré toutes les mauvaises langues qui prédisaient que le film ferait un flop à cause de sa complexité, Inception a rapporté près de 800 millions de dollars dans le monde à sa sortie en 2010. Mais ce n'est pas tout, il a récolté 8 nominations aux Oscars, en a gagné 4 pour les effets visuels, le montage sonore, le mixage sonore et la photographie pour Wally Pfister, et débarqua lui aussi dans les top d'IMDb à la 13e place. Personnellement, je trouve qu'Inception représente un peu tout ce qu'on aime dans le cinéma. Une histoire originale et bien racontée, des personnages creusés, des scènes d'action incroyables, de l'émotion, bref, du jamais vu. Et là où 90% des blockbusters sont des suites, des remakes, des préquels, des reboots ou des adaptations, et ben un peu de sang neuf ça fait du bien, surtout quand la qualité est au rendez-vous. Ce fut donc la confirmation, Nolan était un grand et allait le rester. Maintenant, après avoir voyagé au pays des rêves, un petit retour à Gotham semblait s'imposer. Malgré la fin très ouverte et le succès retentissant de The Dark Knight, Christopher Nolan n'était pas vraiment sûr de rempiler pour un troisième film. Car si troisième film il y avait, il faudrait qu'il surpasse le précédent, ce qui était un véritable challenge. Il se mit donc à réfléchir avec son frère et David S. Goyer sur le thème qu'un troisième film pouvait aborder, et il devint clair que ce thème ne pouvait être que la fin de Bruce Wayne en tant que Batman. Il était donc nécessaire que le film se pose comme une conclusion, mettant fin à tous les arcs narratifs développés jusque-là dans la saga. Ainsi, après avoir exploré les notions de peur dans Batman Begins et de chaos dans The Dark Knight Rises allait explorer la douleur. Et pour ce faire, l'antagoniste devrait cette fois-ci représenter un challenge physique pour Batman. C'est donc le personnage de Bane qui fut choisi pour démolir Batman dans tous les sens du terme. Catwoman allait également faire son apparition dans cet opus sous les traits d'Anna Hathaway. Concernant le reste du casting, Tom Hardy, avec qui Christopher Nolan avait déjà travaillé sur Inception, fut choisi pour incarner Bane. Un très bon choix. Et deux autres membres du casting d'Inception furent invités à se joindre à la fête, à savoir Joseph Gordon-Levitt et Marion Cotillard. Le tournage débuta en mai 2011 avec l'énorme budget de 250 millions de dollars et allait durer 118 jours, soit encore moins que pour The Dark Knight. Ce qui est une véritable prouesse considérant l'échelle monumentale du film. L'IMAX fit son grand retour, cette fois-ci pour plus d'1 heure de film, mais on pourra aussi constater l'absence totale de 3D, chose assez étonnante pour un blockbuster post-Avatar d'une telle ampleur. Voilà d'ailleurs ce que Christopher Nolan déclare à propos de la 3D. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime ce format, et cela me préoccupe beaucoup que l'on augmente significativement le prix d'un ticket de cinéma pour quelque chose dont les spectateurs n'ont apparemment aucune envie particulière. La plupart des spectateurs préfèrent la 2D, et il est hors de question pour moi de tourner en 3D uniquement dans le but de faire payer les gens plus cher. The Dark Knight Rises se déroule 8 ans après la fin du précédent, alors que la ville de Gotham vit des jours meilleurs grâce à l'abrogation de la loi Dent. Bruce Wayne vit reclus dans son manoir avec Alfred, ayant remisé son costume sans pour autant parvenir à passer à autre chose, persuadé que si Rachel était toujours vivante, ils auraient pu être ensemble. Il fait un soir la connaissance de Selina Kyle, alias Catwoman, qui dérobe le collier de sa mère avant de s'enfuir. Quelques temps plus tard, le commissaire Gordon, à la poursuite de criminels dans les égouts de la ville, est mis KO et emmené jusqu'à Bane, le terroriste masqué, qui semble avoir pris le contrôle de la ville par en dessous. Il récupère dans les poches de Gordon un discours concernant Dent, et alors qu'il va pour le tuer, il parvient à s'enfuir. À l'hôpital, Gordon révèle qu'il a vu Bane, mais personne ne le prend au sérieux à part John Blake, un jeune flic qui décide de rendre visite à Bruce Wayne. Il lui révèle qu'il est au courant de sa double identité, qu'il est persuadé qu'il n'a pas commis les crimes dont il est accusé, et lui fait comprendre que Gotham a besoin qu'il revienne.
Bruce ressort alors son costume contre l'avis d'Alfred qui, conscient que Bruce n'est plus en état de jouer les justiciers, décide de le quitter par peur de le voir mourir. Bruce dévoile au monde un nouveau joujou qui pète la classe, la batte, et prend contact avec Selina Kyle, lui demandant de le mener jusqu'à Bane. Elle accepte, mais le mène en fait droit dans un piège de Bane qui révèle à Batman qu'il appartient à la Ligue des Ombres et qu'il est décidé à accomplir la mission de Ra's al Ghul, à savoir détruire Gotham. Bruce se fait ensuite royalement démolir et briser le dos sous les yeux de Selina, qui apprend alors sa véritable identité. Il est ensuite emmené par Bane et ses hommes dans une prison en forme de gigantesque puits, dont on dit qu'il est impossible de s'échapper. Pendant ce temps, Bane et ses hommes coupent totalement la ville de Gotham du reste du monde en détruisant tous ses ponts sauf un, et menacent de faire sauter une bombe nucléaire si quiconque tente de s'échapper. Ce qu'il se garde de leur révéler, c'est que quoi qu'il fasse, la bombe explosera au bout de 3 mois. Puis il libère les prisonniers de la prison de Blackgate, après que Bane ait lu à la télévision le discours de Gordon révélant la vérité sur les meurtres de Dent. Et la ville plonge dans le chaos le plus total, un chaos dont même le Joker n'aurait pu rêver, digne d'une révolution pervertie par un fou dangereux. Gordon, de son côté, tente d'organiser une certaine résistance avec John Blake et les quelques flics restants, la quasi-totalité des policiers de la ville étant enfermés sous terre. Pendant ce temps, Bruce apprend que Bane serait le fils de Ra's al Ghul, son mentor, qu'il serait né dans la prison et serait parvenu à s'en échapper étant enfant. Bruce se remet de ses blessures après quelques semaines et tente l'ascension à plusieurs reprises, mais échoue. L'un des prisonniers lui révèle alors que si l'enfant a réussi à s'échapper, c'est parce qu'il n'avait pas de corde pour sa sécurité. Bruce tente alors une nouvelle fois l'ascension, mais sans corde. Retourne à Gotham, le fait savoir à Bane, libère les policiers et une énorme bataille a lieu au sein de la ville. Lors de son dernier face-à-face avec Bane, il apprend que ce dernier n'est pas l'enfant de Ra's al Ghul, mais que c'est en fait le personnage de Miranda Tate, membre du conseil de Wayne Enterprise avec qui Bruce a rapidement entretenu une relation. Elle lui apprend que son vrai nom est Talia et que c'est elle qui a monté toute l'opération. Puis elle s'en va et Bane se fait tuer par Catwoman alors qu'il est sur le point d'exploser la tête de Bruce. Littéralement. Une course-poursuite a lieu, consistant à ramener le camion transportant la bombe vers un endroit où elle pourra être reconnectée, ce qui lui évitera ainsi d'exploser. Mais s'ils n'y parviennent pas, le camion s'écrase et Talia meurt. Bruce se voit alors contraint d'attacher la bombe à la batte après avoir révélé à Gordon sa véritable identité et vole le plus loin possible de la ville pour qu'elle explose sans faire de dégâts. La ville est sauvée, Batman s'est sacrifié et tout le monde lui rend hommage. À lui bien sûr, pas à Bruce Wayne où seuls Lucius, Gordon, Blake et un Alfred bouleversé sont présents à l'enterrement. Seulement voilà, Lucius apprend que Bruce avait installé un système de pilotage automatique sur la batte. Puis Gordon découvre un bat-signal tout neuf sur le toit du commissariat et John Blake, dont le véritable prénom est en fait Robin, découvre l'emplacement de la Batcave. Enfin, Alfred, en vacances en Italie, aperçoit face à lui Bruce en compagnie de Selina. Souriant, il semble enfin heureux. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment pas ou qui ont été déçues à sa sortie, mais personnellement, je le trouve extraordinaire. Ce qui a joué en sa défaveur, c'est que les gens s'attendaient vraiment à un Dark Knight 2.0, c'est-à-dire à un thriller hyper viscéral. Mais Nolan ne voulait pas d'une impression déjà vue, et donc, après avoir réalisé un film d'aventure et un thriller, il a fait de The Dark Knight Rises un film de guerre, assez proche d'un film catastrophe de par ses enjeux, et donc beaucoup moins, disons, subtil qu'un thriller. C'est un fait. Et pourtant le film reste un pur bijou, ridiculisant sans mal la concurrence et sans même avoir l'air de se fatiguer. Bon, dans la forme déjà, on est face à un film d'une ampleur tout simplement incroyable. Et à chaque visionnage, il parvient à m'impressionner un peu plus de par la quantité de scènes d'anthologie qu'il nous offre. Mais ça ne se résume pas à ça, sa grande force, elle est également scénaristique. En effet, là où The Dark Knight avait été écrit comme un film plus ou moins indépendant de Batman Begins, The Dark Knight Rises s'est occupé de raccrocher les wagons, offrant ainsi à la trilogie une cohérence absolue, que ce soit d'un point de vue visuel ou narratif. Dans The Dark Knight Rises, Nolan explore une nouvelle fois le mensonge et ses conséquences. Le mensonge de la fin du précédent film a abouti à la création de la fameuse loi Dent, grâce à laquelle tous les criminels et autres mafieux ont pu être emprisonnés. Mais est-ce que cela peut durer? Une ville peut-elle baser son équilibre sur un mensonge? C'est la question soulevée par le film. L'autre grand thème du film est celui du sacrifice et du dépassement de soi. Un héros déchu et au fond du trou peut-il se relever? Lorsque Bruce part combattre Bane pour la première fois, il manque de volonté. Et c'est justement ce manque de volonté qui va causer son échec. Puis Bane l'envoie dans cette fameuse prison qui ressemble étrangement au trou dans lequel Bruce était tombé étant enfant, ce dans le but de le détruire et de le torturer psychologiquement. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se produit. Il redonne à Bruce toute sa force et sa volonté, et ainsi, il parvient à s'élever et à s'échapper. Ce qu'on pourrait interpréter comme une sorte de résurrection, la résurrection dont le personnage avait besoin, ce qui élèverait ainsi Bruce Wayne à une sorte de figure biblique. Hans Zimmer fit son retour à la BO, mais cette fois-ci sans James Newton Howard qui avait peur de n'être que la 5e roue du carrosse suite à la collaboration Zimmer-Nolan sur Inception. La BO de The Dark Knight Rises reprend les grands thèmes des précédents films et y ajoute de nouveaux thèmes, dont le percutant thème de Bane, structuré autour de percussions extrêmement brutales et donc totalement en adéquation avec le personnage, et du fameux chant d'Eshe Bassala, signifiant lève-toi. Résultat des courses, $1 milliard de recettes et sans avoir eu besoin de 3D, des critiques dans l'ensemble positives même si moins emballées que pour The Dark Knight, et une place dans le top d'IMDb. Vous l'aurez remarqué, à part Insomnia et Following, tous les films de
Christopher Nolan sont dans ce fameux top 250, ce qui est quand même plutôt respectable. Nous offrant de très grands moments de cinéma environ toutes les 10 minutes et parvenant tout de même à faire jaillir l'émotion grâce à ses acteurs impliqués, ses personnages profonds et son scénario impressionnant de densité, The Dark Knight Rises est une réussite totale, et la conclusion que Batman méritait. Très bien rythmé, les 2h45 du film filent à toute allure, et personnellement, quand le film se finit, je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Ce que Christopher Nolan est parvenu à accomplir avec cette trilogie est vraiment dingue. C'est un chef-d'œuvre, un modèle du genre que personne ne parviendra à surpasser avant un très long moment. Après The Dark Knight Rises, Nolan entreprit de mettre en scène Interstellar, une épopée de science-fiction scénarisée par son frère. Mais ça, c'est une autre histoire. Le cinéma de Christopher Nolan, c'est avant tout des histoires ambitieuses, peuplées de personnages profonds et ambigus, et dont la narration véritablement travaillée s'amuse à jouer avec notre perception des événements. Ce sont des films qui se donnent pour mission principale d'être originaux, et qui ne se contentent donc pas de copier ce qui a déjà bien marché ailleurs. Moi, quand je regarde un film de Christopher Nolan, je me sens comme un gamin le jour de Noël. Je sais que je vais en apprécier chaque instant. Et ce parce qu'il a un profond respect pour les spectateurs et qu'il est exigeant avec lui-même autant qu'avec son public. Il aime nous proposer des défis comme avec Memento, et il travaille comme un dingue pour nous offrir les meilleurs films possibles, relevant toujours la barre plus haut de film en film. En plus de ça, c'est l'un des rares réalisateurs hollywoodiens à avoir su trouver un compromis entre vision d'auteur et blockbuster, ce qui est vraiment intéressant. Bref, Christopher Nolan, si tu vois cette vidéo, abonne-toi. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette rétrospective vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses, que vous vous êtes amusés. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, n'hésitez pas à partager tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook où je vous accueillerai à bras ouverts car je suis un mec super sympa en vrai. Donc bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Salut! Vous êtes qui? Peu importe qui je suis, seul compte mon plan. Quoi? Non, pardon, je me suis trompé de réplique. Je peux vous aider, mais j'ai besoin de détails concernant votre état. Bah je me suis réveillé amnésique et insomniaque, avec un mec déguisé en Batman dans la pièce d'à côté. Et ensuite je suis tombé là-dessus, une sorte de toupie. Et c'est là que vous m'avez appelé. Bien, c'est bien ce que je pensais. Vous voulez retrouver la mémoire, c'est ça? Ouais. Et dormir? Ouais. Et vous débarrasser de ce mec bizarre déguisé en chauve-souris? Ah carrément. Très bien. Je crois qu'il est temps de se réveiller. Vous ne vous souvenez pas de la manière dont vous êtes arrivé ici, n'est-ce pas? Découvrez l'histoire d'un homme qui ne se souvient plus de rien, qui ne parvient pas à dormir, qui est poursuivi par Batman et qui réalise qu'en fait il est dans un rêve. Ouais, enfin c'est quand même un beau bordel cette histoire, hein. Même Insomniaception Rises, un film pas du tout réalisé par Christopher Nolan.